sonore avec toujours toute l'équipe, Julien Pichenet, Loïs Goua qui sont là, les membres du club. Alors le portrait sonore, c'est très simple, on va vous diffuser des extraits sonores qui devraient vous rappeler des moments de votre vie. C'est vous qui allez nous dévoiler ce qui s'est passé et je à ce moment-là. dévoile rapidement parce qu'on est d'accord que je parle beaucoup. Écoutez, prenez le temps qu'il faut. Si on veut, on pourra pousser jusqu'à midi. Je suis en train de voir ça. On va voir ça avec la direction. Allez, premier extrait. J'adore cette chanson. Walking free and harmony. Alors ça c'est Morshiba. Ouais. Et c'est un groupe vraiment que j'adore, avec une chanteuse qui s'appelle Sky, qui est vraiment incroyable. Et j'étais partie les voir au Zénith quand je devais avoir, je sais pas, peut-être 16 ans. J'arrive pas à trouver l'âge, mais en tout cas, moins de 18 ans. Et à la toute fin du concert, il restait ce titre qui était un peu le tube du moment qu'elle avait fait. Et elle demande qui vient chanter avec moi sur scène. Et moi, évidemment, j'étais collé au crash barrière comme un hystérique. Et donc, je dis, moi comme ça. Et en fait, il y a les mecs de Sais-tu qui m'ont fait passer sur scène, et elle me tend un micro, et c'était au Zénith de Paris, et du coup j'ai chanté le début de la chanson avec elle. Donc votre première scène, c'est le Zénith de Paris, c'est pas du tout la Nouvelle Star, c'est le Zénith de Paris. Exactement, non mais c'était assez fou, et après elle a fait monter d'autres personnes sur scène, et puis c'était comme le clip de cette chanson, il y avait plein de gens, c'était un genre de fête en fait à la fin du concert, et ben, c'était assez fou. Mais elle a dû halluciner d'entendre votre voix en vous tendant le micro. En fait, moi j'étais tellement dans mon délire. Alors le truc qui m'avait vraiment choqué, c'est que j'étais dos au public, parce qu'elle m'a fait arriver sur scène comme ça, et là elle me dit attends, je vais te montrer un truc, et là elle a fait éclairer tout le public. Et elle m'a dit c'est impressionnant. Non, j'ai ah oui, c'est très impressionnant. C'est combien Zénith de Paris, combien de personnes? Je crois que c'est 5000, je ouais. crois. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Alors vous vous êtes dit ça y est, c'est ce que je veux faire vraiment? Pas du tout. Je me suis dit, mais jamais de ma vie je ferai ce métier. Non mais vraiment, je me suis dit mais jamais de ma vie je ferai un métier. Il faut être complètement barge pour faire ce métier. Vous êtes complètement barge, parce qu'après le concert au Zénith, il s'est passé ça évidemment. Bon, on peut pas parler de vous, Christophe Willem, sans parler de cette émission La Nouvelle Star. Ça vous rappelle quoi le générique? Là, quand vous l'entendez le générique, vous êtes en coulisses, vous avez mal au ventre, vous avez les mains moites, vous êtes comment? Il y a une montée d'adrénaline, parce que c'est vrai que c'était une émission qui était en direct, donc il y a très peu d'émissions en direct, celle-là l'était, donc les primes en tout cas, donc c'est vrai que c'était un peu cette montée d'adrénaline. On était au pavillon Baltard à côté de Paris, donc il y avait tout un contexte qui était complètement fou, parce qu'en plus on avait l'impression que vraiment à un moment de cette émission que la France entière était délocalisée à Baltard. C'était fou. En fait. Il y a un phénomène qui s'est un peu terni au fil des années, mais à votre époque, à vous, la France entière est devant la Nouvelle Star. Nous, on avait les journalistes, tous les journaux. Enfin, c'était assez hallucinant. C'était même difficile d'obtenir des places pour être dans le public à Baltard. Je me rappelle très bien. J'en rêvais, j'arrivais pas à avoir des places. Et on voyait, nous, toutes les semaines, il y avait des personnalités qui venaient. Jean-Paul Gaultier était venu. Et puis, alors, petit à petit, on se dit, mais tous ces gens qui viennent voir l'émission. Enfin, nous, on comprenait pas, parce qu'on était extrêmement coupés de l'extérieur. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Donc, nous, on était vraiment dans notre bulle. Ça vous fatigue qu'on vous en parle tout le temps de la Nouvelle Star ou non, finalement, pas du tout. Non, je viens de là. Donc, non, bien sûr. Non. Allez, autre extrait du portrait sonore de Christophe Willem. On retrace votre vie. Ah non, on adore. Oh, happy day. Ah, mais... C'est parce que plus jeune, je chantais dans des chorales gospel. À Paris aussi? À Paris aussi, enfin à côté et à Paris, dont une avec une chef de chœur qui s'appelait Régine La Passion, réellement, c'est son nom, et qui est incroyable, mais qui a une voix mais absolument dingue, et c'était assez fou. J'ai beaucoup appris en fait avec le gospel, le travail par pupitre, le travail avec vraiment collectif. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup guidée aussi. Et après, j'ai donné pas mal de cours aussi de chant. Et j'ai animé aussi des chorales. Moi, je suis du 95. Et donc, j'ai animé pas mal de chorales, souvent d'adultes, qui voulaient pas du tout faire un truc pro ou même des spectacles en fin d'année. Mais c'était plus pour s'exprimer, pour placer sa voix. J'avais beaucoup de profs. Moi, je voulais être prof aussi à la base de communication. Donc, je connaissais beaucoup de profs. Et c'était intéressant pour eux, justement, d'apprendre à placer leur voix, à respirer. Mais pour vous, personnellement, parce que vous saviez chanter, vous aviez ça en vous, vous étiez fan de Morshiba, vous êtes monté sur scène. Qu'est-ce que ça vous a apporté en technique? Ça a changé des choses chez vous? L'oreille, déjà, parce que le travail par pupitre, c'est vraiment, voilà, quand on dit voilà, alto, soprano, voilà, c'est tous les registres de voix, donc ça apprend énormément. Et puis ça apprend aussi le travail d'équipe. C'est-à-dire que quand vous êtes soliste, vous chantez seul, comme moi je fais aujourd'hui dans mon métier, c'est vrai qu'on est tout seul avec notre micro. Quand vous êtes en groupe dans une chorale, chaque voix est importante en fait, donc il y a un vrai travail d'écoute, donc ça apprend énormément, et sur la justesse aussi justement, donc c'est très intéressant le travail en chorale. Je pense qu'en France on n'a pas trop cette culture là,
Mais vous savez que C'est même très anglo-saxon, oui. Ouais, c'est très anglo-saxon. Et alors en plus, bon, aux États-Unis, c'est très 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 récupéré par les évangéliques. Tout donc c'est un peu compliqué, mais il y a aussi énormément de chorales aux États-Unis qui sont mais incroyablement connues en fait. Donc c'est assez impressionnant. Allez, dernier extrait de votre portrait sonore. On m'a dit tu ressembles à quoi? On m'a dit c'est pas fait pour toi. T'as pas le temps, pas le choix. Ça c'est J'avance. C'est J'avance, extrait de votre dernier album. Vous avez été victime de harcèlement scolaire, vous en parlez très librement, ça a été jusqu'au cou. Vous avez affronté cette période, vous avez avancé et aujourd'hui vous êtes très impliqué dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous en parlez dans cet album et dans cette chanson d'ailleurs, J'avance. Comment au quotidien, en plus de vos chansons, comment vous vous impliquez dans la lutte contre le harcèlement? En fait, j'essaie d'être utile quand on me le demande. Donc c'est vrai que si par exemple, souvent en concert, en tournée, il y a justement des écoles ou des CPE de collège ou lycée qui disent bah tiens, telle chanson a été étudiée par tel groupe, justement, ou justement des gens qui essaient de lutter contre le harcèlement scolaire. Donc on me demande si on peut me rencontrer et souvent ça donne lieu à des échanges hyper intéressants en fait. Donc j'explique un peu moi comment j'ai vécu les choses et je partage aussi beaucoup avec ces élèves et par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors en disant encore une fois que moi la chance dans toute cette histoire, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc c'est ce que j'explique souvent. J'explique que je pense que nous... Ça aurait été pire. C'est évidemment aujourd'hui pour ceux qui sont harcelés, c'est pire parce que je pense qu'en fait le harcèlement il est pire en fait en dehors de l'école. Moi j'ai un rapport justement à l'endroit où j'habite qui est très particulier parce que en étant un enfant harcelé, moi chez moi c'est un genre de cocon. Il y a que des gens que je connais qui rentrent chez moi parce qu'il y a un côté très protecteur comme ça. Je pense que pour les personnes harcelées aujourd'hui, c'est pire parce qu'il n'y a même pas cette espèce de havre de paix qui existe à un endroit puisque c'est un flot permanent en fait. Donc c'est très compliqué. Puis après en étant connu, oui le harcèlement il a pu se déplacer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que bon, ça fait souvent rire parce que quand vous avez été vous-même harcelé jeune, bon, le connard qui vous harcèle sur Twitter ou ailleurs, mais il vous fait rire en fait. Vous dites, mais pauvre type, c'est vraiment pathétique. Donc ça permet quand même d'avoir pas mal de discernement par rapport à ça. En tout cas, même si vous avez un cocon, Christophe Willem, même si vous vous protégez, eh bien aujourd'hui vous l'avez ouvert ce cocon aux auditeurs d'Europe 1 et on est très touchés dans le club de l'été que vous soyez confiés comme ça, on en sait un petit peu plus sur plaisir, vous. vraiment. Et c'est très touchant.